Bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier workshop de la première journée qui va être consacrée au marché de la télé. N'hésitez pas à vous rapprocher si jamais vous êtes un petit peu loin, je vois des gens qui peuvent être intéressés par ce marché. Et voilà, donc aujourd'hui on va être 3 intervenants. Il y a une personne qui est un peu en retard dans les bouchons de la porte de Versailles, il y en a un peu plus qu'à Monaco. Donc je suis en compagnie de Alexis Rollin, bonjour. Bonjour. Alexis, donc, qui est le directeur marketing produit audio... Télé-audio-vidéo chez Samsung. Télé-audio-vidéo chez Samsung Electronics France. Et je suis en compagnie, pardon, de... Damien Neymar, Neymar, responsable marketing iSense. C'est la fin de journée, mais on va y arriver. Pardon, je suis désolé, j'ai fatigué. Et puis on attend du coup quelqu'un de chez LG. Alors pourquoi avoir aussi quelqu'un de chez LG? C'est que évidemment aujourd'hui on va parler du marché et le marché aujourd'hui il y a 2 grandes technologies. Il y a la technologie QLED avec ici deux représentants de cette technologie, et puis il y a la technologie OLED, voilà, qui sont les 2 technologies dominantes aujourd'hui sur le marché. Il y a aussi on voit arriver la projection et laser qui arrive de plus en plus sur ce marché, alors peut-être plus de ce côté-là que de ce côté-là. On va évidemment aussi parler des effets de marché et de l'effet Coupe du Monde, si jamais il existe un effet Coupe du Monde. Voilà. Peut-être un premier mot et d'intro, Alexis. Une année, alors je crois que j'ai des slides là-dessus. On a eu une année 2016 exceptionnelle liée au switch off en grande partie un petit peu à la Coupe du Monde. Une année forcément et 2017 qui a été plus décevante derrière, quoique en valeur pas si négative que ça. Comment vous voyez 2018 les chiffres de GfK, là, il n'est pas affiché, mais je crois qu'a annoncé 4,6 millions de pièces. Comment vous voyez ce marché en 2018 et comment est-ce qu'on retrouve un petit peu cette logique où normalement les années paires sont plus fortes que les années impaires? C'est vrai que le marché de la télé est un marché intéressant, car déjà très mature. Il faut savoir que 95% des foyers français sont équipés de téléviseurs et que ce chiffre est plutôt en recul. Je crois qu'on est passé alors je vais pas dire de bêtises, mais le chiffre c'est 99% et d'équipement il y a 2 ans, et là on est plutôt autour de 97. Oui, c'est ça, c'est les derniers chiffres qu'on peut avoir, puisque en fait on a des générations de consommateurs qui se désintéressent de l'objet télé. Pourquoi ils se désintéressent de l'objet télé? Parce qu'en fait ils répondent plus à leurs attentes, à leurs demandes, à leur usage au quotidien. Et vraiment la volonté de Samsung et notre volonté en tant que leader sur le marché pour redonner une dynamique à ce marché, c'est d'un peu justement changer l'approche du téléviseur, ne pas être juste sur une guerre des technologies et d'être sur quelque chose qui est beaucoup plus dans l'usage, au travers des contenus, l'accès à la Smart TV, au travers aussi de l'intégration dans les intérieurs, au travers par exemple le fait d'avoir un écran noir qui est quelque chose d'assez inesthétique, de pouvoir habiller cet écran noir via une image permanente comme on a fait avec The Frame. Et c'est au travers de ces évolutions-là qu'on va essayer de redonner une dynamique à ce marché, qui sans ça sera un marché qui va au fur et à mesure des années continuer à diminuer progressivement. Justement sur The Frame, donc qui est une initiative assez originale sur ce marché-là, même si du coup elle commence à être recopiée. Alors hop, je crois qu'on va accueillir Agnès. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Agnès. Donc Agnès qui va se présenter, mais qui est chef produit TV chez LG, si je dis pas de bêtises. Exactement, voilà, je m'occupe de la partie marketing télé. Donc on était juste au début, on était en train de parler des chiffres et du marché, de l'opposition et des technologies entre OLED et QLED notamment. Donc juste pour finir sur The Frame, les premiers retours que vous avez depuis 1 an, c'est conforme à vos attentes? C'est même supérieur à nos attentes, aussi bien de la part des consommateurs, puisqu'on n'a que des avis ultra positifs, mais aussi en termes de vente, puisqu'on a même sous-planifié les besoins, notamment sur Noël, puisque nous en avons manqué.
Et l'objectif, c'est ce qu'on a initié au travers de The Frame et de l'accès à cette image et à l'art, avec un produit un peu spécifique, c'est de pouvoir l'amener sur nos nouveaux téléviseurs 2018, et notamment les téléviseurs Quantum Dot, avec une technologie qui permet d'habiller l'écran noir via ce qu'on appelle l'ambient mode. Et ainsi, complètement même de faire disparaître le téléviseur chez vous et d'avoir un effet transparent. Alors, on parlait justement des années paires et des années impaires. 2016 en France, c'était une année exceptionnelle avec l'Euro en France plus et le switch off. 2018 et Coupe du Monde. Hisense, vous êtes partenaire officiel de la Coupe du Monde. Comment vous voyez et cette Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez pouvoir bénéficier d'un effet et Coupe du Monde? Alors oui, en effet, au-delà d'iSense, le marché va bénéficier de la Coupe du Monde. Vous pouvez me corriger si on n'a pas la même vision, mais normalement on attend environ 300 000 télés additionnelles. Je crois que GFK annonce 200 000. Voilà. Nous on est un peu plus positif, d'autant plus que l'année démarre très bien pour tout le monde. Donc déjà le marché en lui-même va bénéficier d'un surplus de vente de téléviseurs. Et en plus de ça, oui, Hisense étant partenaire de la Coupe du Monde, on fait en sorte de travailler avec l'ensemble de la distribution française pour pouvoir valoriser ce partenariat-là et de rendre ce partenariat visible auprès des consommateurs. Donc avec l'idée, c'est d'avoir par exemple le téléviseur officiel de la Coupe du Monde sur le marché dès le mois d'avril. Et justement, comment ça va se concrétiser en point de vente sur Internet, le fait d'être le télé officiel de la Coupe du Monde? Alors ça va se concrétiser de plusieurs biais. Déjà évidemment par la mise en avant en magasin, via de la PLV, via des offres de remboursement, des promotions. Et tout ça, l'idée c'est d'utiliser au maximum les éléments marketing liés à la Coupe du Monde pour bien faire comprendre au marché et aux consommateurs qu'Hisense est partenaire. Parce qu'on connaît que sur cette période-là, beaucoup d'acteurs veulent se positionner sur le thème du foot. Mais aujourd'hui, il y aura une seule marque sur le marché qui peut prendre la parole, et ça sera Hisense, la parole officiellement sur l'événement. D'accord. Et justement, vous êtes depuis 4 ans à peu près en montée en puissance. Est-ce que vous avez l'impression que cette année, ça sera une année, vous avez passé un step en tant que... Alors, le step, en fait, il est passé chaque année. C'est-à-dire que l'année dernière, sur un marché en très forte décroissance, aux alentours de moins 20%, Hisense a été la seule marque positive en croissance. Donc la seule marque à aller créer de la valeur sur le marché à hauteur de plus 20%. Donc on est toujours sur cette dynamique, même sur un marché très négatif l'année dernière. Donc cette année, en 2018, avec la Coupe du Monde, ça ne va pas être un palier de plus, ça va être continuer en tous les cas à croître régulièrement. Et ça, ce qu'on fait depuis maintenant 3 ans, date de notre arrivée sur le marché. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, sur les réseaux spécialisés, sur le segment de l'UHD, Hisense est déjà la 4e marque nationale, avec à peu près 5-6% de part de marché, en seulement 3 ans. D'accord. Alors, on va peut-être passer au sujet, justement, de la valeur. Voilà. La valeur, elle est drivée depuis quelques années par et les grandes tailles, mais aussi par des nouvelles technos, et notamment on pense à l'OLED, donc on pense tout de suite à LG en premier, même si vous n'êtes plus les seuls à avoir le monopole de cette technologie. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le LED, et qu'est-ce que ça continue de changer pour vous? Alors, l'arrivée de l'OLED, ça a changé effectivement beaucoup de choses pour LG et le marché de la télé. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché de la télé, c'est effectivement, il y a une forte baisse. On l'a tous vu en 2017. Par contre, les consommateurs achètent de plus en plus de beaux téléviseurs, de téléviseurs de grande taille et de téléviseurs avec une qualité d'image premium. Donc LG se positionne depuis longtemps sur l'UHD et les grandes tailles, et en 2018 on va lancer notre 5e génération de télé OLED 4K. Donc il y a une expertise d'LG sur cette technologie qui est l'OLED, qui se concrétise par des améliorations d'année en année sur la qualité d'image et sur le traitement de l'image. Ça nous permet effectivement aujourd'hui d'adresser les plus hauts prix de ce marché et d'avoir une part de marché
qui s'est fortement conforté sur ces dernières années sur les télés à plus de 1 500 euros. Aujourd'hui, l'OLED c'est devenu un poids considérable dans notre mix. Pour les télés de 55 pouces et plus, bien sûr, puisque c'est là que commence la technologie OLED. Et ça nous a permis vraiment de toucher des nouveaux consommateurs et des consommateurs qui sont extrêmement exigeants en termes de qualité d'image, des consommateurs qui, depuis les grandes années du plasma, n'avaient pas retrouvé cette qualité type cinéma sur leurs écrans chez eux. Voilà, parce qu'on parle de marché en décroissance, mais on est quand même sur un marché qui pèse en France, je dis pas de bêtises, autour de 2 milliards d'euros de business, quoi. Justement, on voit les chiffres. Ce qui est très impressionnant, c'est l'augmentation du prix de vente moyen. Donc là, on parle de prix retail, hein. Plus 15% en 2017. C'est quand même tout à fait étonnant et tout à fait atypique et par rapport à d'autres marchés. Comment vous l'expliquez, à part évidemment la volonté des marques de monter et de monter en puissance, mais souvent il y a une volonté des marques, mais il faut que ça soit aussi en adéquation avec une volonté et des consommateurs. Comment on arrive justement à faire augmenter un prix moyen de 15%, ce qui est vraiment énorme. Alors est-ce que ça s'explique aussi par le switch off, où il y a eu beaucoup de remplacements de petites télés, donc du coup il y a un effet un peu biaisé aussi dans cette augmentation de prix? Peut-être Alexis? Oui, tout à fait. Clairement, le switch-off a tiré vers le bas les prix, puisque c'est essentiellement des télés de petite taille qui ont été vendues en remplacement pour des pièces secondaires. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est surtout qu'on est dans un marché de renouvellement. Et vous savez, en 2010-2011, sur les premières périodes de switch-off, qu'on est passé de l'analogique au numérique, c'est à ce moment-là que les télés principaux ont beaucoup été renouvelés, notamment avec le passage à l'écran plat. Et ça fait 8-9 ans que ces renouvellements ont été faits. Et on se retrouve donc face à des consommateurs qui ont eu des télés qu'ils ont achetées assez chères à l'époque, un peu vieillissants, et avec une offre beaucoup plus large en termes de technologie, en termes de choix de taille, pour justement se faire plaisir et passer d'un 32 pouces HD Ready acheté 800 euros en 2010 à un 65 pouces UHD à 1000 euros en 2018. Ce qui est intéressant, c'est que 2016 est une année à part sur le marché de la télé avec le switch-off, mais même si on se compare à 2015, il y a une forte évolution du prix moyen. Il y a un effet de mix, puisqu'effectivement aujourd'hui les petites tailles sont en forte décroissance et comme le montre le slide, la taille moyenne croît. Après, ce qu'il faut aussi se noter, c'est qu'en France, on est toujours en retard sur la taille moyenne des écrans par rapport à d'autres pays voisins comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc on sait qu'on a une marge de manœuvre pour aussi pousser le consommateur à aller vers de plus grandes tailles, ce qui mathématiquement augmente le prix moyen sur ce marché. Et puis également en offrant de plus en plus de services à travers la Smart TV par exemple, sur des téléviseurs de montée en gamme, où le consommateur voit un réel intérêt à investir un petit peu plus pour avoir un téléviseur connecté qui va lui donner accès à divers services de streaming par exemple ou de SVOD. Alors justement, en parlant de Smart TV, on a l'impression que c'est un sujet qu'on entend depuis très longtemps, qui pour l'instant était plus un argument de marketing que réellement de vente ou de service pour le consommateur. Mais là, on a l'impression que ça frémit un petit peu plus et que voilà, il commence à avoir un vrai intérêt sur la Smart TV, et que peut-être à l'image de ce que Apple a pu faire en arrivant à fidéliser ses consommateurs finalement plus sur le soft que sur le hard. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir une vraie valeur ajoutée sur la Smart TV, et quels vont être les facteurs différenciants? Parce que voilà, il y avait une grande ambiguïté, il y a eu des changements de technologie, il y a eu beaucoup d'annonces et on avait du mal à s'y retrouver. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, le consommateur va avoir un vrai intérêt dans cette Smart TV, et d'ailleurs qui va garder une marque de télé qui est quand même un intérêt pour vous d'une fois sur l'autre, pour garder aussi cet accès à cette interface, tout en sachant qu'en France, on est un pays assez particulier, avec une utilisation des box opérateurs qui est beaucoup plus forte que dans d'autres pays, quoi. Et la chronologie des médias aussi. Et la chronologie et des médias qui font que les films arrivent plus tard sur la télé. Tu veux commencer, Allez, Damien ? je vais commencer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Smart TV, en effet, existe depuis plusieurs années et
on va dire que les constructeurs ont mis un peu de temps à se trouver sur ce que c'était au final qu'une bonne Smart TV. Donc les toutes premières, c'était globalement un copier-coller de ce qu'on retrouvait sur smartphone. C'était un peu la course aux applications au final, avec des applications qu'on n'a pas forcément envie de faire d'utiliser devant tout le monde. Hein. Je pense à des applications comme Facebook ou autres qui sont plutôt des applications privées. Et donc depuis quelques années, il y a la volonté d'aller simplifier, d'aller se concentrer sur l'usage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire avec sa Smart TV? Et donc on se reconcentre sur des secteurs beaucoup plus précis qui sont déjà la vidéo, évidemment, qui a été un vrai changement dans l'usage en mobilité, mais aussi sur la télé, en vidéo avec des applications comme YouTube, Netflix ou autres. Sur le jeu vidéo aussi, où on a tous des belles choses à raconter là-dessus. Et donc voilà, c'est plus tant maintenant la recherche du nombre d'applications, mais plutôt du nombre d'applications, mais plutôt les applications qui vont être vraiment utilisées dans le cadre d'un téléviseur qui est quand même central dans le foyer et qui est utilisé par plusieurs membres de la famille. C'est clair que la Smart TV a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, le contenu est primordial. C'est sûr que la Smart TV d'il y a 5 ans, où on avait Facebook et Picasa, était assez limité. Aujourd'hui, l'accès au contenu est facile. Le consommateur veut accéder à tout de suite, ce qu'il a au travers de son smartphone. Et il veut la même chose sur son téléviseur. Il ne voudrait pas se dire pourquoi sur mon écran principal, je n'ai pas les mêmes services que je peux avoir sur mon smartphone quand je suis en dehors de chez moi. Et clairement, le Netflix, il y a 2-3 ans, a donné un grand coup de fouet à la Smart TV dans l'usage où les consommateurs se sont dit tiens, la Smart TV devient hyper intéressante. Et aujourd'hui, que ce soit du contenu film, série avec Netflix ou OCS ou Canal+, que ce soit du sport avec SFR Sport ou beIN Sport, de plus en plus de services sont accessibles avec une seule télécommande, très facilement, instantanément sur son téléviseur. Et c'est ce qui aujourd'hui fait que le consommateur se retrouve dans son écran principal et dans sa simplicité d'utilisation. Et d'ailleurs, et ça se prolonge chez vous et sur vos frigos aussi. Et ça se prolonge chez nous sur nos frigos et sur la multitude des appareils, dans la télé connectée, il y a cette partie contenu. Et le step d'après, l'évolution d'après, mais qui est une réalité à court terme, c'est la maison connectée au travers des différents protocoles, Android avec Google Home, et ce qu'on développe avec Samsung en plateforme ouverte avec SmartThings. L'objectif, c'est de pouvoir avoir au travers de son téléviseur, de son smartphone, de son frigo, des produits qui interagissent ensemble, aussi bien à la maison qu'en extérieur, pour que tous les produits soient d'une simplicité d'utilisation déconcertante et que le consommateur ne perde pas du temps à tout paramétrer, à tout configurer, etc. Et chez LG, vous aviez pris une voie un petit peu à part pendant un moment. Qu'est-ce que vous entendez par une voix un petit peu à part? Non, mais vous aviez une Smart TV un peu différenciante, je dirais, du reste du marché. Nous, on continue sur cette voie un petit peu à part, puisqu'on a une interface qui est propre, qui s'appelle WebOS, qui est plébiscitée par sa facilité d'utilisation et sa rapidité également. Et on va maintenir après WebOS, c'est un système qui a l'avantage d'être ouvert et qui va s'ouvrir dans les années et dans les mois à venir à différents autres systèmes tels que Google Assistant. L'intérêt de la Smart TV, je pense qu'il augmente aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs facteurs qui convergent. Tout d'abord, c'est l'accès au haut débit, avec aujourd'hui de plus en plus de personnes qui reçoivent la fibre ou qui sont connectées via la DSL, ce qui permet effectivement, quand on se parle de services vidéo, d'avoir une qualité extrêmement haute et d'avoir accès à des contenus en UHD, en HDR, également avec des formats tels que le Dolby Vision ou le Dolby Atmos sur Netflix par exemple, ce qui fait qu'aujourd'hui le consommateur peut vraiment retrouver toute la promesse que nous fabricants nous lui faisons par l'achat d'un téléviseur haut de gamme chez lui avec ses services. Et effectivement, le deuxième step qui va arriver dès cette année, c'est l'élargissement de la télé et des applications de la Smart TV à d'autres produits et l'interactivité avec d'autres appareils. Nous, le premier step qu'on a annoncé sur ce début d'année 2018, c'est tout ce qui est reconnaissance vocale intelligente, qui vraiment a fait un grand pas. Et aujourd'hui, on va non seulement pouvoir changer les paramètres de son téléviseur, tels qu'un réglage, changer de chaîne,
chercher un programme grâce au guide des programmes, lancer un enregistrement sur un disque dur par exemple, mais on va aussi pouvoir lancer facilement des applications grâce à la reconnaissance vocale et au micro de la télécommande. Et ça va certainement intéresser le consommateur qui du coup va redécouvrir les différentes fonctions de son téléviseur. Et c'est un premier pas avant l'interconnectabilité avec d'autres appareils à travers par exemple Google Assistant. D'accord. On parlait de techno tout à l'heure, on va y revenir un tout petit peu. On voit justement, on a parlé tout à l'heure de projection et laser. Est-ce que, alors qui est plus peut-être de ce côté-là que de ce côté-là, mais qu'est-ce que cette technologie apporte comme promesse ? Aujourd'hui, le coût principal de production d'un téléviseur, c'est l'écran. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on puisse trouver une solution pour les très grandes tailles qui font fi justement de ces coûts de production. Et donc, ce que nous, on va lancer dans les prochaines semaines sur le marché, je crois que LG en a aussi montré lors du dernier CES, c'est un système de vidéoprojection courte focale laser. C'est-à-dire que ce n'est pas une ampoule qui est à l'intérieur, c'est du laser, ce qui va permettre... Est-ce que Sony avait montré aussi Exactement, Sony également. Donc c'est une techno qui existe déjà en Asie depuis quelques années et qui est extrêmement développée sur tous les très grandes tailles et qui va arriver en Europe et en France très prochainement, vu que nous on va sortir ça avant la Coupe du Monde, nos premiers produits, donc le Laser TV. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer des très grandes tailles à des prix abordables. Donc typiquement... des produits 4K, Laser TV avec Smart TV intégré, tuner TNT en 80 pouces, ça va être des produits qu'on va trouver aux alentours de 3 000 €, moins de 3 000 €. Aujourd'hui, un téléviseur 80 pouces, il faut aller beaucoup plus haut. Au même titre, le même produit mais en 100 pouces, vous allez le trouver à moins de 10 000 €. Aujourd'hui, un téléviseur 100 pouces, c'est beaucoup plus cher. Donc l'objectif de cette techno-là, c'est d'aller proposer des très grandes tailles d'écran, mais à des prix très abordables, ce qu'on ne peut pas faire avec un téléviseur classique. Mais avec une qualité d'image 4K, HDR, c'est du laser, donc il n'y a pas besoin de fermer les volets comme sur de la vidéoprojection classique quand vous voulez regarder, le téléviseur. Une ampoule, c'est à peu près 2000 heures de durée de vie. Là, on est sur du 20 000 heures de durée de vie. Donc en fait, on a vraiment les avantages d'un téléviseur qui a la Smart TV intégrée et de la vidéoprojection avec avoir la lumière qui n'est pas directement réfléchie dans les yeux. Donc voilà, il y a vraiment l'avantage des deux camps. Alors de l'autre côté, avant d'aller sur la micro LED, on va refaire un petit tour sur l'OLED. Vous avez montré notamment au CES et ce canyon et de l'OLED, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais qui était assez impressionnant. Est-ce que le consommateur commence à comprendre les avantages de l'OLED et notamment cette question des noirs qui semble être un facteur différenciant par rapport à d'autres technologies? Alors le gros avantage de l'OLED, c'est que le consommateur, dès qu'il est en magasin, se rend compte des qualités de cette technologie. Habituellement, il est assez bluffé par les démonstrations qui sont faites en magasin et naturellement, il comprend qu'il y a quelque chose de différent sur cette technologie. Après, c'est vrai qu'il y a toujours un gros travail d'évangélisation et d'explication de la technologie qui est fait, qui est soutenu par LG maintenant depuis plusieurs années. On communique énormément et toutes nos actions de communication, en particulier en campagne télé, sont sur l'OLED pour faire connaître cette technologie. C'est vrai que d'être seul à porter cette technologie, c'était parfois difficile. Depuis l'année dernière, d'autres grandes marques commercialisent des produits OLED. Et Sony et Panasonic. Exactement. Et en soi, c'est une bonne nouvelle pour LG puisque ça fait connaître et ça renforce la notoriété de la technologie, tout en laissant LG leader de cette technologie et du marché des téléviseurs OLED. Vous avez annoncé aussi, vous avez montré ou annoncé des OLED pliants. Flexibles. Ouais. Voilà, qui sont flexibles, c'était ce fameux Canyon. On a montré aussi des téléviseurs 8K.
à quoi ça sert de montrer ces technos-là qui ne sont pas immédiatement accessibles pour le consommateur, alors qu'ils ont à peine assimilé les technos actuels. C'est pour donner un peu de perspective, mais est-ce que ça risque pas un peu de perturber le consommateur qui se demande s'il ne doit pas encore attendre la révolution après pour s'équiper, quoi? Alors c'est très important de montrer au consommateur, de lui donner des perspectives et de lui montrer également que pour LG, l'OLED est vraiment une voie de développement et il va devenir une technologie dominante sur le marché des téléviseurs. Il y a quelques années, il y a 3 ans, quand on a montré les premiers prototypes de l'OLED Wallpaper, donc cette OLED qui se décrochait du mur et qui était aimantée, beaucoup ont pensé que ça mettrait des années à arriver sur le marché. 1 an et demi plus tard, on commercialisait le produit W7 Wallpaper en OLED. Donc finalement, la technologie va très vite aujourd'hui. C'est définitivement la priorité de LG de développer l'OLED sous toutes ses formes et de profiter des avantages de cette technologie. En étant débarrassé du rétroéclairage, ça ouvre de grandes perspectives sur le design. On l'a vu avec le wallpaper, on l'a vu avec l'exemple de l'OLED flexible, que ce soit pour le grand public, mais également pour le B2B. On a aussi les possibilités de développement de l'OLED transparent, qui est proposé aujourd'hui plutôt sur la partie B2B. Donc voilà, on montre via ces prototypes et via ces salons à quel point LG investit sur cette technologie et va en faire la technologie dominante du marché de la télé. Merci. Une troisième techno qui arrive, c'est le micro-LED. Je me souviens assez bien du jour où tu me l'as présenté au CES, où tu faisais des bons en l'air, parce que tu étais assez bluffé par la techno. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est une technologie importante dans le spectre de Samsung, ou en tout cas du marché de la télé et des années à venir? Ah oui, forcément, c'est une technologie, c'est une révolution, c'est vraiment une nouvelle technologie, puisqu'on n'est pas du tout sur un procédé de fabrication de dalles comme on faisait jusqu'à maintenant. Damien disait très bien il y a quelques instants qu'on allait se retrouver face à une limite de téléviseurs de plus en plus grands et que les usines ne pourraient pas fabriquer des dalles grandes à l'infini et qu'en niveau transport c'est de plus en plus compliqué. De partir sur une nouvelle technologie qui permette d'avoir un rétroéclairage en local, chaque pixel s'allume pour donner la lumière et la colorimétrie, d'avoir une technologie qui ne soit pas limitée par une durée de vie, puisque nous sommes sur des matériaux inorganiques, d'avoir une technologie qui soit modulaire à l'infini, fait que pour nous, c'est le téléviseur ultime, l'écran ultime dans les années à venir. On disait tout à l'heure, les tendances sont vraiment sur les très grands écrans, sur les changements de résolution aussi. La 8K arrive, c'est une réalité, pour apporter plus de finesse à la qualité d'image, apporter plus de finesse au grain du pixel. Et c'est là-dessus que Samsung travaille pour justement offrir aux consommateurs, en tant que leader, toujours la meilleure technologie d'image, quelles que soient les conditions d'utilisation. Parce que pour nous, un écran, ça ne se regarde pas que dans une certaine condition. Que je sois dans le noir, que j'ai un rétroéclairage via une fenêtre à côté de chez moi, enfin une fenêtre dans mon salon qui fasse un reflet, que je sois en famille ou tout seul, on veut un écran qui permette de bénéficier de la meilleure qualité d'image et qui s'intègre le plus facilement possible dans l'intérieur. Il ne faut pas que l'écran, en grandissant, devienne une contrainte en termes d'installation et en termes de design dans les intérieurs. Et c'est vraiment la voie lifestyle qu'a pris en plus Samsung en termes d'offres produits. Alors, peut-être juste, on avait parlé, pour terminer, sur le QLED aussi. Et le QLED, c'était une technologie qui était une propriété de Samsung. Aujourd'hui, il y a une alliance avec plusieurs marques. Est-ce que c'était une manière et de répondre de manière un peu plus homogène à la montée de l'OLED? Oui, il faut savoir que l'OLED, c'est une très belle technologie que Samsung maîtrise, puisque on est un des plus gros fabricants d'OLED au monde, mais qu'on utilise principalement pour les smartphones. Pour nous, la technologie sur les téléviseurs n'est pas tellement propre et propice à cet usage. C'est pour ça qu'on est parti sur une technologie un peu différente, à base de quantum dot, qui permettent d'avoir une meilleure luminosité, une meilleure colorimétrie, et donc une restitution plus fidèle de la qualité d'image. Ça permet aussi d'avoir plus facilement des grandes tailles à prix plus abordable, ce que demande le consommateur. Et ça permet aussi de passer dès cette année sur des résolutions 8K, sur des très grandes tailles, puisque nous commercialiserons les premiers téléviseurs 8K à partir de septembre. Mais 8K sans contenu 8K, à quoi ça sert?
C'est là l'intérêt de l'intelligence artificielle et l'intérêt d'avoir la meilleure définition possible de son écran. Par exemple, aujourd'hui, sur les smartphones, on parle de résolution, de définition beaucoup plus fine que finalement ce qu'on veut voir réellement. C'est pour avoir ce rendu d'une image qui soit hyper réaliste, hyper proche de l'image originale, avec vraiment un grain qui soit très, très, très fin. Plus vous allez agrandir la taille de l'écran, vu qu'on est sur des nombres limités de pixels, plus vous allez grossir ces pixels. En passant à une résolution supérieure, on va pouvoir encore diminuer sa état de pixels et être sur des 85 pouces avec la même résolution qu'un 49 pouces UHD aujourd'hui. Alors justement, est-ce que cette inflation de la taille et des écrans, c'est pas redonner un peu de vitalité aussi au marché et de la projection? On a parlé tout à l'heure de projection laser, mais je dirais la projection en général. On voit arriver aujourd'hui des projecteurs 4K à des prix assez abordables, parce qu'on est en dessous de 2000 € pour une partie du marché aujourd'hui. Est-ce que la projection pourrait venir un peu perturber ce marché haut de gamme et de la télé? Alors je sais que vous êtes à peu près positionné sur ces marchés avec différentes stratégies et les uns et les autres. Mais comment vous voyez? Alors, je sais que chez LG, vous êtes assez fortement impliqué sur la projection. Est-ce que vous pensez que cette inflation de la taille ça redonne une seconde vie au marché et de la projection à domicile, quoi? Alors, cette tendance est très intéressante pour la projection. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est deux usages qui restent, et deux types de consommateurs qui restent assez différents et qui, d'ailleurs, ne sont pas incompatibles. On peut avoir un téléviseur chez soi de haute qualité et souhaiter avoir en plus un projecteur pour vraiment se faire un effet cinéma. Donc on voit ça d'un très bon œil, étant positionné sur les deux marchés. Et on ne voit pas la projection comme une menace pour le téléviseur haut de gamme, plutôt voilà, deux types d'usages complémentaires, avec un usage soit très grande taille, soit effectivement, comme vous l'indiquez, très nomade et versatile. Et puis un usage sur les téléviseurs grande taille pour quelqu'un qui veut avoir un système aussi très compact et tout en un, parce que ça permet d'avoir... on intègre aussi à nos téléviseurs haut de gamme des systèmes de son qui sont maintenant assez performants. Donc c'est deux usages complètement complémentaires pour nous. Alexis, sur la projection? Je suis 100% en phase avec Agnès sur le fait que c'est pas aujourd'hui une concurrence pour nous particulièrement, c'est pas exactement le même usage, mais ça va, comme on disait depuis le début de la séance, sur une tendance vraiment d'avoir des écrans de plus en plus grands pour vivre une expérience complète, que ce soit quand je regarde du sport, quand je joue à des jeux vidéo, que je regarde des films ou des contenus. Alors justement, il y a deux mots qu'on n'a pas prononcés du tout depuis le début. Est-ce que c'est qui sont curve et 3D, c'est deux mots qu'on a complètement oubliés sur le marché de la télé? Pas le curve, la 3D oui, mais pas le curve. Ouais. À la rigueur, je vais commencer. La 3D, en effet, ça a été une technologie qui n'a pas réussi à prendre, en tous les cas, sur le marché de la télé. Quant au curve, c'est encore une technologie qui existe, enfin une technologie. C'est un type d'écran qui existe et qui est une réalité sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a une appétence pour ces produits sur un certain nombre de personnes qui retrouvent un design plus sympa pour leur intérieur, qui vont rechercher une immersion plus intéressante. Donc c'est pas une majorité, j'ai plus en tête, je crois que c'est 20%, hein, je crois, du marché. Donc voilà, ça existe encore. Comment ça va évoluer dans les prochaines années, on verra. En tous les cas, je sais qu'on en propose en tout cas aujourd'hui sur le marché à toute gamme de prix parce qu'aujourd'hui il y a une vraie clientèle. En curved, toutes nos gammes sont dédoublées flat ou curved et on laisse finalement au consommateur, qui est le juge de paix, de décider s'il veut du flat ou du curved. Et aujourd'hui, le curved a vraiment une vraie demande, une vraie appétence des consommateurs sur cette design, cette technologie. Vous avez bien un discours un peu plus pushy, je dirais, il y a 2 ans sur le curve, mais... c'est pas qu'on est plus pushy, c'est que c'est une technologie auquel on croit toujours, puisqu'on on diminue pas notre offre de produits là-dessus. Comme je disais, on laisse le consommateur décider au final de son choix. Et aujourd'hui, son choix est vraiment, chez nous en tout cas, porté beaucoup sur le curve. Alors chez LG, on a fait le choix depuis le lancement des gammes 2017 de ne plus avoir de produits curved ni 3D.
On oriente nos produits uniquement sur du plat qui ont de gros avantages, en particulier en termes d'intégration. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de consommateurs qui souhaitent installer leur téléviseur de façon murale. Et là, le plat reprend tout son sens dans ce cas-là. Donc l'intégralité de notre gamme est sur des écrans plats. Enfin, je remets le petit slide des Coupes du Monde, même s'il arrive un peu en décalage. Peut-être un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est la question de l'audio. On voit de plus en plus que la question de l'audio est un peu indissociable et de l'écran télé. On a vu chez Sony notamment une technologie ils ont fait un marketing assez fort avec un son qui vient directement de la dalle. On voit un peu les deux tendances, c'est-à-dire à la fois un audio intégré et puis tout ce qui peut exister à côté, qui est aussi de plus en plus important. C'est quoi pour vous la grande tendance? C'est des écrans avec moins d'audio et l'audio qui est vendu à côté pour faire baisser le prix vente moyen et de l'écran et pouvoir et s'équiper à côté, ou alors un audio intégré et très haut de gamme? L'audio, pour le coup, c'est assez physique. Plus on va diminuer la profondeur et plus on va aller sur des écrans ultra fins, plus il va être difficile de faire un son de qualité. Alors bien entendu, dans notre laboratoire acoustique en Californie, on travaille à avoir le meilleur son possible, mais néanmoins, si on veut vraiment vivre une expérience cinéma, une expérience avec des basses, avec des effets de son, un système audio complémentaire est la bienvenue. Donc le téléviseur dans l'usage de tous les jours fait le travail et fait très bien le travail. On entend bien clairement les voix, on a un son qui est vraiment de qualité. Mais si on veut vivre une expérience complémentaire, agrémenter son téléviseur d'une barre de son par exemple est l'achat idéal. Ouais, je suis complètement en phase avec Alexis. C'est physique, matériel. En effet, il y a besoin de place pour avoir du bon son. Donc les téléviseurs ont bien progressé là-dessus depuis des années en intégrant des barres de son, en intégrant même du software qui vont améliorer la qualité sonore dans les aigus, dans les graves. Mais c'est un peu un serpent à deux têtes. C'est-à-dire que d'un côté, on veut des téléviseurs plus plats, de l'autre côté, on veut du bon son. Donc les téléviseurs font le boulot, mais si on veut une expérience sonore améliorée, il faut en effet passer par un système audio complémentaire. Ce qui est important, c'est de se dire qu'un consommateur qui demain s'équipe avec un bel écran de télé, il n'y aurait rien de pire pour nous qui rentre chez lui, qui soit satisfait de l'image, mais qui soit extrêmement déçu du son. Donc on n'abandonne pas du tout la partie son, au contraire, on la travaille. On a intégré la technologie Dolby Atmos sur nos téléviseurs OLED depuis 2017, et en 2018, on aura nos téléviseurs haut de gamme UHD et les OLED qui auront cette technologie. C'est d'autant plus intéressant que ça permet une virtualisation du son, donc une bonne spatialisation du son, et également la compatibilité. Par exemple, si via votre Smart Télé, vous allez sur un fournisseur de SVOD qui propose de l'Atmos, il va être reconnu et vous allez pouvoir en bénéficier. Cependant, effectivement, là, je suis complètement d'accord avec mes deux homologues que pour avoir une expérience réellement améliorée, mieux vaut s'équiper d'une barre de son qui aura un caisson de basse externe et qui en puissance sera incomparable à ce que peut proposer un téléviseur. Là, nous, chez LG, par exemple, on propose une petite astuce. Sur nos modèles haut de gamme, on a un adaptateur qui vient remplacer le pied de la télé et s'adapter sur une barre de son. Donc, en fait, votre barre de son Dolby Atmos LG devient le pied de votre OLED ou de votre Super UHD. Et vous avez une offre complète. Ce qui est bien sûr un type d'offre qu'on va aussi promouvoir avec des offres de remboursement et autres mécaniques sur l'année 2018. Peut-être pour terminer ce workshop et télé, on a vu que l'année 2018 commençait plutôt bien. C'est quoi pour vous les facteurs de surprise sur ce marché, les choses qui vont faire que les choses ne vont pas se dérouler tout à fait comme on l'avait prévu, soit de manière positive ou négative, au-delà des phénomènes et traditionnels de promotion ou de technologie? Qu'est-ce qui peut faire que le marché ne soit pas celui qu'on a annoncé, c'est-à-dire 4,6 millions de pièces, enfin voilà. Qu'est-ce qui peut infléchir les choses dans un sens ou dans l'autre? Ce qui fera le succès du marché du téléviseur à partir de maintenant, c'est justement de ne plus parler du téléviseur comme on en parlait il y a les précédentes années. L'objet a changé,
les consommateurs ont changé et leurs envies ont changé. Et il faut que nous, fabricants, que nos camarades distributeurs, s'adressent aujourd'hui aux consommateurs en fonction de ses besoins, qui ne parlent plus de 3 prises HDMI et de ports USB et de features, qu'on appelle ça, qui soient pas tellement en lien avec l'usage du consommateur, mais qui leur parlent leur langue en comprenant ce qu'ils aiment, leur passion, et qui puissent leur proposer l'offre qui soit la mieux adaptée. Justement, peut-être juste pour rebondir avant de conclure, est-ce que les distributeurs ont compris ça? Est-ce qu'ils jouent le jeu sur ces... Voilà, parce qu'on a l'impression qu'on voit encore beaucoup une taille d'écran, un prix, et que toutes ces nuances dont on vient d'essayer de décortiquer sont pas tout à fait pris en compte parfois. C'est ce qu'on travaille actuellement. D'accord, merci. Mais non, pour le coup, il y a des vrais changements. La distribution a compris ça. Et c'est d'ailleurs passé par des distributeurs qui n'ont rien à voir avec la télé. Si je pense par exemple à des enseignes, je fais pas de pub, mais du Leroy Merlin, du Castorama, ces enseignes de bricolage qui ont su expliquer au final quelle va être la différence entre, alors je donne un exemple, entre tel type de différence, vis ou autre. Et les distributeurs qui font maintenant de l'high-tech vont se concentrer beaucoup plus sur le bénéfice. C'est-à-dire qu'on ne se parle pas de HDR, on va se parler ou de local dimming, on va se parler de meilleur contraste. On ne se parle pas de wide color gamut, on va se parler de meilleure colorimétrie. Donc il y a encore du travail à faire, de notre part, de leur part, de tous les intervenants. Mais je pense qu'il y a un vrai changement là-dessus, parce qu'aujourd'hui les téléviseurs sont de plus en plus complexes. On a pu le voir là avec des termes chacun qu'on a pu utiliser. Mais le consommateur reste, même s'il est mieux informé, il change de télé tous les 5 ans. Donc au final, faut lui parler de ce qui va le toucher lui pour justifier une technologie. Alors qu'avant, c'est vrai qu'on expliquait une technologie d'abord avant d'expliquer ce que ça allait changer. Agnès ? Alors, je suis complètement d'accord en face sur le fait que la clé, c'est les usages. Et c'est effectivement un travail qu'on mène avec les distributeurs. Ce qui est important, c'est que les distributeurs ont bien compris que le parcours du consommateur, aujourd'hui, il passait aussi par Internet et par le digital. Et donc, on voit de plus en plus de sites où les produits sont beaucoup mieux présentés, avec des pages enrichies, avec justement l'explication de ces usages, avec des petits didacticiels sur quel est l'intérêt de telle technologie ou comment profiter au mieux de son téléviseur en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est une vraie aide. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec les distributeurs pour le développement de ces aides à l'achat. Ok. Peut-être si vous avez un petit dernier mot de la fin, je dirais plus lié à votre marque et ce que sera pour vous le marché et 2018, le mot d'ordre qu'il faut retenir pour chacune de vos 3 marques sur 2018. Clairement, nous, c'est le message au consommateur, c'est vivez pleinement vos passions sans contrainte. Damien ? Nous on a parlé, mais en tant que partenaire officiel de la Coupe du Monde, on a des très gros enjeux stratégiques et tactiques sur cet événement-là. Donc on espère que ça va être un gros succès. On a tout fait en sorte avec la distribution justement pour que ce le soit. Donc voilà, nous c'est en tous les cas une très bonne Coupe du Monde pour le marché de la télé et particulièrement pour nous. Agnès ? Et pour nous, ce serait effectivement de dire aux consommateurs de vivre cette année de Coupe du Monde en famille, autour d'un écran qui soit de la meilleure qualité possible et qui découvre aussi à travers cet écran l'interactivité avec ces autres appareils. Le poste de télévision est plus que jamais au centre de la maison connectée, comme l'indique Alexis. Et donc voilà, une très belle année qui s'annonce aussi pour LG. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé un peu de temps autour du marché de la télé. Merci aux gens qui sont venus nous voir et à ceux qui nous verront sur Internet. Et je vous donne rendez-vous demain à 10h pour une conférence passionnante sur le marché de la VR, qui est peut-être un prolongement d'ailleurs de celui de la télé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.